vous prend à chaud là. Ben là, on sort à l'instant. Hein, on se démaquille, on a eu le temps juste de s'habiller. Bonsoir en tout cas. Bonsoir Grégory Montel. Bonsoir Enchanté Thibaut. C'est bien Thibaut, c'est Ouais, ça. c'est bien ça. Comment on se sent à chaud après une pièce? Est-ce qu'on est excité ou épuisé et d'un seul coup tout redescend et... On est un peu fatigué, puis on se juge un peu. On dit est-ce qu'on a été bien, est-ce qu'on n'a pas été bien, on débriefe, on a peur. Et voilà, on espère que les gens ont aimé, on espère qu'on a été de bons collègues et tout ça quoi. Ouais. On se pose des questions avant et on se pose des questions après, c'est Mais parfait. dans le corps, moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est épuisé ou surexcité? En tout cas, il y a une forme de fatigue, mais je dirais que il y a encore une excitation. Moi, je me rends compte qu'après avoir joué, on peut pas se coucher tout de suite. C'est impossible d'aller. C'est impossible de. Ah Benjamin, c'est impossible de rentrer à la maison et dormir quoi. Ouais. Il y a encore de l'adrénaline. Hein. Ouais. Il doit y avoir un truc comme ça, non? Qui se passe? Ah bah oui, complètement, on se sent plus excité que fatigué, je trouve. Mais après, le coup de barre va arriver. Oui, plus excité que fatigué. Ah oui, parce que moi par exemple, bon, ça n'a rien, mais quand je finis une émission, j'ai un temps. Hop, Julien me dit c'est coupé, je. Ouais. Ah mais nous aussi on fait ça. J'ai été crispé, concentré et tout, et d'un Mais seul vous avez coup, eu, mais vous avez eu dans le sang des trucs de concentration, Ouais. d'émotion, et du coup c'est ça. Bon, il faut expliquer. On est au théâtre de la Pépinière. On est au théâtre de la Pépinière. Et vous sortez d'une pièce, c'est comme ça. C'est comme ça s'appelle. Bon, vous m'expliquez le pitch? Ah, il faut pitcher. Ouais, pitchon. D'ailleurs, c'est Alors- quoi le bon mot en français? Résumé, faire un Ouais, synopsis. Oui, c'est le résumé, on dit tout. Ouais, Ouais. c'est vrai, dans le résumé on Non. dit tout. Marc Arnaud a écrit et mis en scène la pièce. Et Marc m'a dit, si on te demande de pitcher, tu dis que c'est l'histoire d'un homme dont la femme accouche le même jour qu'on enterre sa mère. Ouais, ça, bah, c'est facile. Bah c'est pas mal. Bah, c'est simple, efficace. Enfin, ça génère quand même une contradiction et une contrariété immédiatement. Et évidemment, ça donne lieu à tout un tas d'échanges savoureux. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le postulat de départ est lancé, d'un seul coup, on voit notre famille en fait. Ah, Tout le mais, monde voit sa famille. Ah ben immédiatement. Ouais. Immédiatement. Et surtout, on voit une famille en situation de crise. Oui. C'est-à-dire en situation de crise, dans une situation qui est évidemment inhabituelle et en plus une situation qui est absolument dramatique et qui nécessite aussi immédiatement de la célérité. C'est-à-dire qu'il faut aller vite. Il faut régler les problèmes, Ah oui. il faut régler les problèmes, il faut On signer peut les pas dire, papiers, bon, je vais etc. voir, je me laisse du temps. Non, Exactement. on peut pas. Et il y a une telle tension que ça fait que du coup immédiatement les mots sortent parfois là où ils ne devraient pas ou d'une manière un peu complexe et qui pourrait choquer parce que la vérité dans l'urgence sort immédiatement et donc ça donne lieu évidemment à Donc des- c'est quoi? Deux choix, dire bonjour ou dire au revoir. C'est un peu ça. Bah c'est exactement ça. Et donc on choisit quoi? Alors on dévoile pas la fin de la scène, de la pièce. Alors Mais on peut juste tiens, dire qu'il faut faire confiance à la vie. Oui, ça c'est un peu simple. Mais tiens, dans la vraie vie, vous feriez quoi vous? C'est terrible. Je sais que vous êtes forcément posé la question. Bien sûr que je me suis posé la question et cette question est terrible. Joker. Non, on commence pas par un joker, parce que si vous prenez un joker maintenant, vous n'avez plus le droit de la soirée. Hein. Non, mais il n'y a pas de réponse, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Non, très honnêtement, vu la, c'est un vrai problème, c'est quasi philosophique quoi. Bah c'est- oui. Bon, sachant que le personnage principal a un rapport très compliqué avec sa mère. Quand même. Oui, le personnage principal a un Bon, rapport vous très êtes en compliqué train avec sa d'estimer, mère. mais d'ailleurs je prolonge. Finalement, est-ce que c'est vraiment l'histoire de choisir entre la naissance ou l'enterrement? Je suis pas sûr que ce soit ça la vraie Bien question. évidemment que Parce c'est qu'on bien, parle c'est bien que de la plus- mère c'est quasiment. bien plus que ça. Oui, mais Ça c'est le rapport à la mère, l'histoire. évidemment. Avant tout, avant bien évidemment. cet enfant qu'on connaît pas. Bien évidemment. Ouais. C'est le rapport à la même, c'est tout la mère, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher, tout ce que nous-mêmes on peut se reprocher, tout ce que l'on n'a pas fait, toute l'éducation qu'on n'a pas subie ou l'éducation qu'on a subie, contrainte, et l'incompréhension entre les uns et les autres, la pudeur mal placée, les non-dits, la froideur d'une relation, c'est tout ça. On monte? On monte, ouais, bien sûr. Allez. Bien sûr, et moi j'aimerais Parce bien qu'il les faut nous saluer. présenter le... Parce que, ah oui, là vous avez les photos des uns et des autres. Oui, c'est Ah, tous pourquoi? les- Parce qu'il pour le faut... maquillage. Exactement, c'est hyper pour le intéressant, maquillage. ça veut dire que c'est pour voir comment vous êtes maquillé. Exactement. Comment on se maquille tout seul, notre La maquilleuse. qui laisse des instructions. Voilà. Ah oui, et donc là on voit que Je vais jeter vous, ça. il faut que vous soyez brun quoi? Je mets un peu de brun. Légende. Ah, c'est drôle. Attention. En fait, on est en train de déranger les comédiens qui vont Exactement. entrer sur scène C'est pour après. ça qu'il faut pas trop qu'on reste là, parce que là, ça c'est les comédiens. Ah oui, c'est vrai. Regarde, vous pouvez regarder, les comédiens d'Intramuros. Intramuros, c'est la 1497e. Ah oui. Pas nous, il y a eu plusieurs districts. Et vous êtes Il y a eu où? plusieurs districts. On est tout en bas là.
Ah oui, c'est comme ça. C'était la 7e aujourd'hui. D'accord. Voilà, il y a marqué Ah oui, 5, mais ça n'a pas été mis à jour. Vous aimeriez aller à la limite 497e? Moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas si j'arriverai. Ça fait beaucoup, Oui, il ça me veut dire que semble. c'est un succès. Ah, ça c'est sûr. De toute façon, Ouais. Intramuros, là, on peut dire que c'est un gros succès. Je vais vous montrer le plateau. Là, on est en train de le changer, c'est ça? Alors, ils sont en train de changer le plateau, vous voyez. Alors, je ne sais pas si. Ça vous dérange s'ils voudraient filmer le plateau juste pour voir? Alors, c'est l'arrière, voilà. C'est derrière le rideau rouge, voilà. Et là, il y a. Ah, mais il n'y a pas de public. Ah, la pièce, elle est en train de se... La salle est en Ah, il y train a de déjà se... des gens, qui commencent à. Ah merde, on est pas dans le public. Ah, pardon. Attends, Julien, on va quand même jeter un coup d'œil, non? Et là, donc là, vous étiez ici, vous sortez, et tout de suite, on change la pile. Ouais, tout de suite, là, c'est vraiment un enchaînement pour qu'ils puissent jouer à 21h. C'est pour ça, on va pas Ah les ouais, déranger. ok, allez, on traîne, on vous embête pas, alors. Merde. J'ai une question avant qu'on sorte, Grégory, parce qu'en fait, quand je vois ça, en fait, c'est quand même un métier de la débrouille et tout. Et on imagine que c'est un métier du spectacle, qu'il n'y a que des stars et tout. Mais en fait, il y a quand même des gens qui sont là, qui se changent tous au même endroit et tout. Bien sûr, c'est un art, mais c'est aussi un artisanat, comme on dirait. Vous avez vu, là, il y a tout un tas de corps de métier qui sont là. Il y a les habilleuses, les maquilleuses, les régisseurs qui installent, toutes les personnes qui sont au son. C'est une fourmilière. Mais comment vous voyez, vous, ces deux mondes, celui du cinéma, avec des stars, et venir ici avec des gens qui ne sont pas forcément Mais au connus? cinéma, il n'y a pas que des stars non plus. Hein. Il y a plein de petits rôles. Moi, je ne vois pas ce métier comme un métier de star, parce que je le vois vraiment comme un métier, non pas normal, mais c'est le boulot, quoi. Moi, j'ai tourné toute la journée. Je suis arrivé ici, il était 17h. Il fallait vite faire une petite italienne parce qu'on n'a pas joué depuis 4 jours. On fait une petite italienne, on joue. Italienne, c'est on lit le texte. C'est on lit le texte froid, rapidement, ouais. bim bam boum. On joue à 19h. Moi, ce matin j'ai commencé on est venu me chercher à 6h30 Et au tournage. pardon, c'est une question d'argent, mais là, Ouais. pardon, vous ne me répondez pas si. Oui. Et comment vous êtes rémunéré sur une pièce comme ça? Enfin, c'est-à-dire au nom de. On est rémunéré au cachet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est un petit cachet. C'est un cachet, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un cachet, c'est-à-dire c'est une somme forfaitaire par soir. Par soir, je touche tant. Moi, c'est une somme qui est pas très importante. Ce soir, je touche. Ça se dit pas, mais c'est intéressant. Dire, ce soir, je touche. C'est très faible parce qu'on est très nombreux. Et je touche 140 € bruts par soir. Donc c'est pour moi. Comment vous expliquer ça? Est-ce que je peux dire ça? Mais c'est un engagement parce qu'en plus je vis pas à Paris, je suis Marseillais, donc je suis tellement heureux de jouer cette pièce parce que d'abord j'aime l'auteur. Je suis content que vous Mais me donc disiez pas parce que on parle d'argent, mais c'est un engagement financier important parce que moi je dois me payer à manger, je dois me payer un studio, etc. Donc c'est un peu compliqué à dire, mais c'est un vrai effort financier parce que évidemment. Et alors pourquoi vous le faites? Je le fais parce que c'est un équilibre. Si un acteur va pas sur scène, je pense qu'il perd la moelle, quoi. Là, si vous voulez, c'est un théâtre qui fait 350 places, donc c'est un théâtre privé. Ça veut dire que, alors, on est intéressé parfois au remplissage. Ça peut se guider. Oui, d'accord. C'est hyper intéressant. Mais vous imaginez, 300 personnes, c'est pas des sommes monstrueuses. On est 6 sur scène. Et c'est pour ça que il y a je des vous tas de posais gens. la question en vous Il y a disant, la vous personne, tournez avec des il y a les 3 régisseurs, il y a la régie lumière. Non, c'est pour ça que je dis, vous tournez parfois avec des stars de cinéma avec j'imagine des cachets plus importants et vous venez ici. Ça doit être des fois une. Mais vous savez, je pense que même les acteurs très connus, quand ils jouent dans certains théâtres, c'est des cours, ce sont des efforts. C'est difficile à dire, les efforts financiers, mais ça peut être des efforts financiers. Moi, j'aurais bien aimé faire un petit pipi, mais j'aurais peut-être le temps. Ça se dit, hein, mais bon. Oui, ça se dit. Alors attends, je vais voir si je trouve quelqu'un. Je vous présente Edgar Givry, qui joue dans la pièce. Bonsoir. Bonjour, je suis son papa. Qui joue mon papa dans la pièce. D'accord. Et ça se voilà, passe bien, il est sage. qui est un acteur que je connaissais bien évidemment, mais on ne se connaissait pas personnellement, donc Non. c'est une rencontre, s'est- et une belle rencontre. Ouais, c'est une très belle rencontre. C'était hyper émouvant. Marc a vraiment. Je sais pas si Marc est là. Marc, c'est le metteur en scène. il est parti au cadran. Il est parti au cadran. Ouais. Donc vous allez le suivre au cadran. Allez, allons-y tout de suite alors. Bonsoir. Ouais, Manon. Alors,
Oh, Mais comment ça attends, va ça Salut va, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Thibaut. Bah, Alors, Manon. Manon Kneuzé. Salut, bravo. Salut Greg, Bravo, ça va félicitations. Ça va Bravo. Alors il y a la télévision, il faut que tu parles un peu avec la télévision quand même, parce que nous on peut parler mais pas forcément à ta place tout le temps. Je vais en profiter pour faire pipi. Bon, vous nous expliquez alors cette pièce? Parce qu'il nous l'a pitché. Il pitch bien ou pas? Bah, il pitche mieux que ce que j'ai pu entendre dans d'autres émissions. Le postulat de départ, c'est effectivement qu'un homme doit enterrer sa mère le jour où sa femme accouche. Donc ça, c'est Bonsoir. évident. Éléonore, qui joue... Ben viens. Éléonore. Comme ça, on voit tous les membres de l'équipe. Ouais, Éléonore qui joue Nathalie, la sœur, dans la pièce, et également Solange de la mairie, qui doit s'occuper Ah oui, parce que- d'éditer un Là, certificat de les décès. comédiens jouent plusieurs. Alors, ils sont trois à jouer plusieurs rôles. Ok. Ouais. Et comment on change de rôle dans sa tête en une seconde? Alors c'est marrant parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Les changements de rôle au théâtre, c'est très agréable. Ah bon? Oui, parce que en fait, ça nous permet de pas avoir à réfléchir. Alors que ce qui est toujours, enfin je sais pas, moi je pense comme moi, mais ce qui est difficile quand on est acteur, c'est ce moment où justement on fait rien et où on se met à réfléchir. Alors que quand on doit changer de rôle, on doit changer on se maquille, on met des machins, on est plus dans Ah oui, l'action. vous écoutez, vous n'êtes pas écouté avoir une oreille à vous dire qu'est-ce que je dois dire après. Il y a une partie du cerveau qui sait très bien ce qu'il doit faire, mais en fait ces temps d'attente, ça nous décharge. J'avais une autre question que je leur ai posée en bas et ils m'ont pas trop répondu. Qu'est-ce qu'ils auraient fait eux dans la vraie vie? Et vous auriez fait quoi? Quel choix? Ah, c'est drôle. Ah, Lui, il a écrit une pièce. moi c'est sûr, je vais à l'accouchement. Ouais. Ah ouais. Moi aussi, je me suis dit la même chose. Moi, comme j'ai écrit, donc moi j'ai pas vécu une tectonique des plaques aussi serrée, mais Non, mais c'était quand j'imagine, j'ai eu c'est une période vous, un petit peu elle vient de intense. votre ventre, cette Elle pièce. vient de mon ventre. Mais en écrivant, quand je l'ai fait lire, on m'a dit mais développe la possibilité que Mathias puisse aller à l'enterrement de sa mère. Mais J'ai dit, on oui, ne pour dit moi rien. c'est évident. Attention, on ne dit rien. On dit rien. Oui. Attention parce Surtout que c'est pas. vous qui faites l'émission la Ouais, non, ça mais vous, moi, Daniel. je dis rien, je les retiens depuis tout à l'heure pour pas dire la fin. C'est ça. Ouais, non, surtout pas. Non, on sait pas. Ouais. On sait pas, laisse faire la vie, c'est Solange qui dit ça à la mairie. Moi, quand je suis devenu père, je me suis rendu compte que j'étais jusqu'alors un fils. Et du coup, il faut pouvoir... ça bouge quand même, je trouve, quand on fait bouger la ligne, quand on devient père, potentiellement on peut parler de père à père. Et après, je crois que ça peut toujours être compliqué si on ne suit pas le mouvement. Si les parents ne suivent pas le mouvement. C'est pas facile, hein, j'ai des enfants, je sais que c'est pas facile, mais je crois que si on ne suit pas le mouvement de là où en sont nos enfants et qu'on les laisse là où... Donc c'est souvent la responsabilité des parents. Je crois que dans les cas de gros problèmes familiales, s'il y a des enfants et des parents qui ne se parlent plus, même si ça fait mal au ventre, il faut aux parents d'y aller, quoi. Bon, il est où mon... Ah, il est là. Ah oui, parce que... Moi, je vais me commander. Oui, mais puis moi, je vais le chercher parce qu'il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Merci beaucoup. Merci. Et puis, merde pour la pièce, on dit pas bonne chance. Hein. On dit merde. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il faut que je vous présente Florence, Bonjour. qui est là, Florence Muller, qui joue Bonjour. ma maman. Ah, vous êtes et- la dernière qu'on n'a pas Ouais, vue c'est encore. formidable. Oui. Je croyais que t'étais parti. Ah ouais, c'est formidable de jouer aussi avec Grégory, c'est facile, les choses Ouais, sont ouais, faciles. Ouais. le Elles rôle. sont neuves, ils réinventent tous les soirs. C'est vrai. Ouais, donc Là, c'est un peu ça donc le en théâtre. 6 fois, vous avez déjà réinventé 6 fois. Oui, Ah on ouais. sait jamais où il va être. Je reconnais pas mon fils chaque soir. Non. C'est une comédie, mais vous, quand on joue un boulevard, on est surexcité, on claque les portes, on crie, on Oui. rit, Oui. voilà. Et là, vous devez être hyper triste, hyper sobre, hyper taciturne et faire rire. Et quand vous entendez le public rire et que vous devez faire une tête de 6 pieds de long, Ouais, non mais ça marche comment dans votre tête? Vous alors- devez avoir une petite excitation, une envie de sourire. Oui. Mais là, il s'avère que dans cette pièce, qui est excessivement drôle, vraiment, je suis un personnage un peu pivot. C'est-à-dire que je suis le personnage qui prend un peu dans tous les sens. Je ne veux pas vous expliquer, mais c'est vrai qu'il y a des particularités dans mon personnage. Donc je suis un personnage qui est un peu là, qui est très observateur. Oui. Donc c'est pas forcément le personnage le plus drôle. Après, heureusement, Marc m'a écrit des moments savoureux, mais c'est pas toujours évident. Sachant que mes amis qui sont des comédiens, mais vraiment high level, moi j'étais flippé au début parce qu'ils ont tous fait le conservatoire, ce sont des acteurs qui ont une habitude du plateau, qui ont une personnalité tous très forte. Moi je joue pas tant que ça au théâtre, et puis surtout ça faisait des années que j'avais pas joué avec des collègues.
Et mon dernier spectacle, c'était un spectacle autour de Claude Nougaro que j'avais joué au théâtre de l'Atelier. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans et demi. Mais c'était un monologue. Donc j'étais juste seul avec un musicien. Et je pense que ma dernière pièce avec du monde, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Ah ouais. Et donc là, je retrouve le truc. Donc, et eux, bon, outre le fait d'avoir des personnalités géniales et ça, c'est des gens qui maîtrisent le plateau énormément. Donc j'apprends beaucoup à leur côté. On reprend du début? Oui. Parce que là, on a parlé donc de C'est comme ça au théâtre de la Pépinière. Oui. C'est jusqu'au 6 janvier, il me semble? Oui. Pour l'instant. Non. Je crois que ça en principe, ça doit se jouer jusqu'à février. Ah oui, Au carrément. moins, ouais, j'espère. Ah ouais. Mais bon, je vous invite, si vous le souhaitez, à réserver dès maintenant. Bien sûr. Dès maintenant. Il faut que je dise l'été. Oui, Mon parce metteur qu'on en va scène m'a dit. On va comprendre pourquoi vous ne prononcez pas Dis forcément l'été. l'été. C'est parce que je voudrais déjà que vous nous disiez où vous êtes né, d'où vous venez, où vous avez grandi. Je veux tout savoir. Alors, moi, je suis né dans la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence qui s'appelle Digne-les-Bains, Ouais. qui est ma ville natale, qui est une ville que j'aime profondément. J'ai fait toute mon école là-bas. Après, je suis parti en pension à Marseille parce que il fallait que je me serre un peu parce que à Digne, j'ai beaucoup trop d'amis et on faisait un peu n'importe quoi. C'était très drôle ma vie. Ma vie à Digne, elle est marrante. J'ai tous mes amis là-bas. Ouais. Après, j'ai fait des études. J'ai fait des études de droit. Je voulais être avocat, etc. Puis je suis monté à Paris pour faire pour quand même, en même temps que je passais l'école du barreau, je faisais le cours Florent. Alors ça va un peu vite. Je ralentis. Oui. Quel genre de famille? Quel genre de milieu? Moi, une famille de commerçants. Ouais. Une famille de En commerçants. rapport à l'art, des gens qui font du théâtre? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Non, une famille de commerçants, ça veut dire beaucoup une famille de commerçants. C'est-à-dire que ma famille était dans le fromage, mes grands-parents étaient fromagers, ils vendaient du fromage dans les épiceries du coin. Mon papa, il a repris cette boutique et puis il a créé une entreprise qui était une jolie petite entreprise à Digne. Donc moi, je savais ce que c'était que... Voilà, j'ai travaillé avec lui aussi tous les étés. Une famille assez normale, une famille moyenne. Et donc, est-ce qu'on vous fait lire? Est-ce qu'on vous fait aller au théâtre? Est-ce qu'on vous fait regarder des films? Alors, ça, c'est toujours un truc intéressant. Comprendre d'où ça vient. Le théâtre, pas trop, parce que c'est vrai que ma maman, elle allait beaucoup au théâtre à Paris. Ouais. Donc c'est pas vrai. Elle m'a amené au théâtre à Paris. On allait très peu au théâtre. On n'allait pas au théâtre à Digne. Le théâtre est une sortie, si ce n'est annuelle, elle était biannuelle ou triannuelle. Donc le théâtre. Mais on allait au théâtre et on allait voir des théâtres très populaires. On allait à Paris. Ma mère allait voir un concert de Michel Sardou et puis le lendemain, on allait voir, je sais pas, Serge Lama qui jouait Napoléon. Je vous parle il y a longtemps. Ouais. Donc ça. Et ma maman, elle m'amenait quand même régulièrement au cinéma. Parce que typiquement, elle était fan de Claude Lelouch, donc je pars pas de nulle part. Oui. Je pars pas de nulle part. Mais je peux pas dire du tout que c'était une famille attirée par les choses de la culture. Et alors vous, comment ça s'est fait? Pourquoi? Parce que d'abord, l'école publique nous apprend les choses. L'école publique nous apprend à lire Molière, elle nous apprend à lire des bouquins qui sont géniaux, donc les bouquins c'est des histoires. Et puis parfois l'école publique de la République nous dit allez, venez faire du théâtre avec nous pour la fête de fin d'année. Et moi je me suis retrouvé sur un plateau de théâtre à Digne, dans mon collège Gassendi. Et on a joué Le mariage de Figaro, et moi c'était une révélation pour moi. Ouais, c'est bien, le Figaro, c'est parfait. Ouais, c'était le mariage de Figaro. Ouais. Mais c'est marrant, c'est marrant. Aujourd'hui on tape tellement sur l'école publique. Vous venez de dire, vous avez bien montré avec votre attachement. Moi je pense que ce serait... La République c'est l'école, les amis. Et l'école privée, c'est le séparatisme. Ah, vous trouvez? Oui. Incontestablement, mais on va pas parler de ça maintenant. Ouais, c'est pas le moment. Que c'est une connerie? Oui, moi non, pas du tout. Non, je crois sincèrement que l'école. Je crois sincèrement que l'école privée. Je crois sincèrement que l'école privée c'est le début du séparatisme, c'est-à-dire que c'est le début du classement, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les blancs avec les blancs. C'est une catastrophe. Et je pense que c'est ça qui fait beaucoup de mal, c'est le manque de mélange. Et je pense que je le vois à Marseille. Et ça m'inquiète beaucoup. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'école publique. Mais je me fais l'avocat du diable. Bien sûr, de toute manière, si les gens veulent de plus en plus souvent mettre leurs enfants dans des écoles privées, pourtant eux qui viennent du public, il y a plein de gens comme ça.
C'est parce que l'école publique ne remplit plus ses fonctions. C'est faux. Ah bon, vous trouvez ? C'est absolument faux. Non, je pense que c'est... On voit bien qu'on a non, des meilleures notes quand on sort d'une école privée. Alors les gens se disent, bah oui, mais bon, je vais peut-être pas laisser mes enfants dans le public. Mais pourquoi est-ce qu'on a meilleure note quand on sort ? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle la reproduction sociale. C'est-à-dire que papa et maman sont des gens éduqués, et c'est tant mieux, je trouve ça formidable. Et donc ils ont peur, parce que comme ils sont éduqués, ils traînent plus du tout avec d'autres milieux sociaux. Donc les autres milieux sociaux leur font très peur, et ils ont la trouille de mélanger leurs enfants avec d'autres enfants qui ne sont pas forcément de la même couleur, de la même classe, etc. Je vous jure, et pourtant c'est pas du tout un communiste qui vous dit ça, hein. Moi je vous dis, je suis fils de républicain de droite, et je crois sincèrement que c'est le début du séparatisme, et je le crois très profondément, mais sans aucune aversion pour l'école privée, attention. Oui. Vous faites des études de droit, en plus ça a l'air de vous passionner, enfin ça a l'air de Mais vous ça me plaît intéresser. beaucoup. Ouais. Et alors comment vous vous dites, bon bah en fait non. En fait, quand vous faites du droit, moi j'ai vraiment aimé ça, j'ai adoré le droit constitutionnel, l'économie politique, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je prenais des cours de théâtre, je prenais des cours de théâtre à Aix-en-Provence, et après un petit peu à Marseille. Et je prenais des cours de théâtre, mais comme amateur. Et à quel moment vous vous dites, bon bah ça y est, c'est bon, c'est le pied amateur, c'est ça que je veux faire. En fait, c'était très tôt dans ma tête, et si vous voulez, toujours pareil, c'est toujours l'histoire des parents. J'aime trop mes parents pour les affoler. Ouais. Et donc j'ai fait mes études correctement. Et ensuite, je me suis dit, allez, à la fin de mes études, j'essaye, puis je verrai bien. Et il s'avère que mon papa, commerçant, de droite, éminemment républicain, m'a fait confiance, il m'a dit, vas-y, t'as fait tes études, essaye. Okay. Et il est venu voir, avec ma mère bien évidemment, ils sont venus voir toutes les petites pièces que je faisais, ils venaient voir les trucs. C'est-à-dire qu'ils m'ont toujours accompagné. Alors j'étais pion dans le 18e pour payer un peu les trucs, mais il m'a aidé pour payer mon loyer. Enfin je veux dire, vous savez, Et ça a pris du temps, cette période. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Cette période où la réussite n'est pas encore là, mais vous jouez et ça dure combien de temps ? Ça, je sais pas, il y a à peu près il y a 6-7 ans. Puis il y a la sortie de l'école, il faut trouver un agent, parce qu'on vous dit il faut trouver un agent. Il faut trouver bien sûr, il faut trouver des gens avec qui travailler, trouver des compagnies, faire des projets pour pouvoir travailler. Et puis ensuite, essayer de commencer à faire ses cachets, justement, ces fameux cachets pour pouvoir avoir son statut d'intermittent et de dire, voilà, je fais 507 heures par an et du coup je peux un peu me reposer et puis essayer de trouver du travail. Tout ça. On sort ? Ah ça y est, on est arrivé. Oui, deuxième lieu. Il y avait un moment assez fort où je joue au théâtre, dans un petit théâtre parisien qui s'appelle Les Déchargeurs. Ouais. Et je joue la pièce donc, du Vice à la Racine, et j'ai la chance d'avoir un agent important de la scène parisienne qui s'appelle Dominique Besnéard, qui vient me voir jouer. Ah donc c'est lui déjà ? Et qui me dit, et qui m'attend à la sortie avec mes amis et qui dit mais j'ai adoré la pièce, je vous trouve formidable. Rencontrons-nous parce que moi j'aimerais bien que vous rentriez chez Armédia. Et là, c'est la grande agence. C'est la grande agence parisienne et surtout à l'époque c'est le plus grand agent français. Ouais. Vous limitez Dominique Besnéard parce que tout le monde imite Dominique Besnéard. Moi je l'imite et je le connais très 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 bien. Ouais, allez-y. Oh. Vous pouvez me le faire à non, mais moi il m'appelle. Répondez-moi un moment. Moi il m'appelle mon garçon. Alors il me dit toujours mon garçon. Ça va mon garçon. Alors qu'il me connaît très bien, voilà. Et donc il m'embauche et là ça change tout parce que je commence à tourner grâce à l'agence Armédia qui me trouve des rôles. Dominique il me dit ah tiens il y avait un rôle d'avocat là, tu voudrais pas faire le rôle d'avocat, c'est des tout petits rôles, c'est une journée de tournage, mais on met le pied dans le business. On entre ? Alors oh là ouais, génial. Alors oh là là il va falloir parler de nos goûts etc. Exactement. Ah bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir Grégory, enchanté. On s'était déjà vu. On s'était déjà vu. Oui. Bonjour. Vous n'arrivez pas à me rappeler. Ah ben voilà. Bonjour, enchanté. Bon, moi je suis pas, moi j'ai plein d'amis qui sont des encyclopédies du cinéma. Moi je suis pas une encyclopédie du cinéma. En revanche je vois que des trucs, La Jetée, Chris Marker. Vous pouvez faire un petit tour en attendant pour vous faire un petit. Non, il faut qu'on sache où on est déjà. Vous êtes dans une galerie d'affiches anciennes de cinéma. D'accord. Une des premières. Oui. Qui s'est établie à Paris. Elle a été construite et pensée pour soutenir le marché de l'affiche par Stanislas Choco, mon mari. Moi, je suis quelqu'un des beaux-arts. J'ai une galerie d'art et j'ai toujours travaillé dans l'art. Mais comme on s'est rencontrés, nos passions étaient jointes. On a trouvé un compromis. Et c'est ça. C'est ça.
Ces affiches, ce sont des originales? Oui. C'est ça? Oui. Ah oui, celle au mur, elle est grande, c'est les premières. Alors, vous voyez ça? The Mood for Love, c'est celle de Mood- 2000, je C'est sais pas celle qui quelle est année. sortie pour la 4K. Ouais, d'accord. Voilà. Ah oui, ok. Par contre, Charlie sur la plage, c'est une affiche originale. Ah Les oui, Demoiselles d'accord. de Rochefort, ce sont des affiches originales. Martin ou Maniac, c'est une affiche originale. Magnifique. Ne touche pas au Grisby. Ah oui, donc ça, c'est des affiches qui ont presque 100 ans, quoi. Non, peut-être pas celle-là, mais elle a bien... Faudrait savoir Martin Aubignac, peut-être oui, elle a quelle bien été. Quoi, 80 ans. c'est les années 30, ça? Ah ouais, 40, je dirais. ouais, ouais. 40. On va regarder Et ça. oui, c'est les affiches où elles sont contre-collées sur du tissu. Oui, c'est-à-dire que Une pour affiche qu'elles comme puissent ça, là. résister à la manipulation, Ouais. au temps, On les surcolle. on les restaure et on les colle sur une toile D'accord. pour permettre de les bouger, de les accrocher sans qu'elles soient déchirées. Grégory, Oui, Thibaut. on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on aime particulièrement? Ah, il faut Et que on je va vous dise- essayer de trouver. Ah, qu'est-ce qu'on aime? Bon, bah, déjà, on aime les westerns. Ah, Allez, on vas-y, aime ça, les c'est- westerns. Ça, c'est fait. Mais pas que, D'accord. hein. Non, Ouais. mais parce que les westerns, c'est le début. De toute Ah oui, façon, alors oui, non, mais on peut le faire comme ça. Vos premiers films, vos Bon. premières amours cinématographiques. Bah déjà, il y a tout ce qui passe à la télévision, c'est-à-dire les westerns, les Clint Eastwood, parce que, comme je vous disais, le cinéma, on y allait, mais pas énormément. Donc, D'accord. donc évidemment, et notamment les westerns spaghetti, quoi, les Oui. Bud Spencer, Terence Hill. Là, vous avez, bien sûr, et oui, Ouais. tout ça. Et puis après. Non, mais c'est vrai, hein, il ne faut pas sous-estimer la culture télévisuelle. Hein. Ennio Morricone fait. Moi, je suis. Bon, Ennio Morricone, moi je suis radin. Moi, mon film, si Ouais. je devais dire mon film préféré, ce serait probablement Était une fois en Amérique. Probablement, ouais. Je suis obligé de parler de Claude Lelouch. Non, moi je suis obligé de... Ah tiens, ça, regarde, tu vois, Blade Ah, Runner, pour une tu poignée vois, de dollars. Rien à voir, mais pour une poignée de dollars. Ouais. On y est. Ça doit être par là. Hein. Enfin, tout, c'est hyper... La musique c'est fondamental. Le voleur de bicyclette, il n'y a que des trucs fous, là. Rocco. Ouais. Bon, alors ça, pareil, Le Guépard. Alors ça, claque de mise en scène. Enfin, la mise... Pour moi, c'est... Alors moi, vous savez, il y a des films que tout le monde aime. Et celui-là, ça passe pas. Je m'ennuie un peu. Bon. Non, mais on est pris par... Enfin, Peut-être que tout est tellement je trouve beau. ça un peu long, bon, un peu. Mais magnifique, hein. Alors là, Ça, c'est mais bon, sûr. vous savez, c'est des avis. Ouais, puis on a quand même des personnages qui sont quand même intéressants Ah non, dans non, Le mais Guépard. quoi. attendez. C'est des personnages Oui, qui sont oui. hyper ambigus, quoi. Ouais, ils sont tous là, les Sergio Leone. Ah, comment ça se fait? Bon, ah oui, donc vous allez me parler de Lelouch. Ouais, non, parce que pour moi, c'est Itinéraire de l'enfant gâté très très important parce que j'ai 12 ans quand ma mère, elle va me. Ouais, même tout juste, même pas. Quand ma mère m'amène le voir. Et j'adore ce film. Et je l'ai vu, je sais pas combien de fois. Ton père avec le petit pompiste. Bah oui. Oh. Tu vois, t'as toujours ratonné ton père, le petit pompiste en bas. Oh, ah oui, oh, mais c'est pas vrai. Non, Ouais, mais je pense que c'est une leçon de jeu, c'est une leçon d'improvisation, c'est une histoire qui est dévorante, quoi. C'est un personnage magnifique, c'est Jean-Paul Belmondo, c'est... je sais pas, c'est un jeu autour de la réussite, de l'abandon. Et moi, j'étais complètement bousculé par ce film, quoi. Mais vraiment, le personnage de Belmondo me fait halluciner. Et je veux dire, et là, dans ce film, Belmondo vit sans vie. Et je crois que c'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça. Et pour vivre plus longtemps, il faut vivre sans vie. Ou en tout cas, pour vivre vraiment, il faut vivre sans vie, quoi. Ah, c'est votre préféré de Lelouch? Moi aussi, je crois que c'est mon préféré. Non, je crois que mon préféré, c'est vraiment l'aventure, c'est l'aventure. Ouais, Fatal Joe Machen. Ouais. Ah bah oui. Donc c'est l'aventure. Je crois que c'est l'aventure, c'est l'aventure. Mais il y en a tellement. Enfin, L'aventure, c'est l'aventure, c'est. Je crois que c'est un film de mec. De toute façon, globalement, les films de Lelouch. de Lelouch, c'est un peu des films de mecs. Oui, mais Peut-être par un peu- exemple, Bonne année, il y a quand même. Françoise Fabian. Bah ouais. Ah, l'aventure, Je suis c'est d'accord. l'aventure, Non, mais c'est des oui, copains c'est qui un font- film de mecs. Et puis c'est une forme Mais- de philosophie absurde, enfin, c'est incroyable. Surtout, qu'est-ce que c'est drôle. Ah, c'est à mourir La de rire. masse, la masse de Jacques citations Brel qu'on est pourrait. Jacques Brel. Ouais. Paris, tratasant, reine du monde. Paris, 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 Paris. Ok, alors donc ça c'est au début, c'est des choses que vous aimez. Et après, Oui. j'imagine que vous baignant non. dans le milieu, vous affinez vos goûts. Ouais. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez dit ah oui, ça c'est un grand réalisateur. Les films de Cannes, par exemple, j'imagine tout ça. Vous ne James connaissez Gray. pas forcément. Ah ouais. Ah ouais. Ok. James Gray, parce que toujours pareil, quoi, toujours des acteurs hallucinants,
une volonté d'action, c'est, je sais pas, James Gray. James Gray, je suis fan de James Gray. J'aime, je sais pas, le cinéma italien. Vraiment, c'est très. Ah là, voilà. Ah non, bah oui, tu vois, typiquement la vie est belle. Le cinéma italien. Non, le cinéma italien, parce que c'est des personnages. Les acteurs italiens ont un charme tout à fait particulier. J'ai fait plusieurs séries. J'ai fait plusieurs séries américaines. J'ai fait plusieurs films américains. Et vous parlez anglais? Je parle anglais, ouais. Anglais, bien. Je parle correctement anglais. Mais alors vous en jouez toujours pour être en français? Vous jouez un rôle de français quand même? Je joue toujours, ah oui, bien sûr. Mais par contre, je joue en anglais. Ouais. Non, j'ai fait une belle série sur Netflix qui s'appelle Transatlantique, où j'ai rencontré des acteurs formidables. J'ai eu la chance de faire une série anglaise dans laquelle j'avais un des rôles principaux avec Josh Hartnett. C'est des super souvenirs, ça aussi. Et récemment, j'ai joué avec Marissa Tomei au cinéma, voilà, pour un film. Non, il y a des choses extraordinaires qui me sont arrivées que j'aurais jamais cru. Un jour, j'ai reçu un prix, je vous le dis parce que c'est ma grande fierté. Un jour, j'ai reçu un prix dans un festival international de Monaco. Et c'est Michael Douglas qui m'a remis le prix du meilleur acteur. Alors moi, j'étais le meilleur acteur et c'est Patricia Arquette qui était la meilleure actrice. Et ce jour-là, je me suis retrouvé en train de tenir le truc avec Patricia Arquette qui était à côté de moi, qui ne devait pas se douter un seul instant de qui j'étais, quoique c'est pareil parce qu'elle avait vu 10%. Mais c'était fou, quoi. Alors on y vient. Oui, pardon. Je vous disais 2013 parce que à ce moment-là, vous êtes nommé au César. Ouais, parce que j'ai fait un film, le film de Grégory Magne et Stéphane Bern. Donc l'air de rien. Ouais. Avec Delpech. Avec Michel Delpech. Exceptionnel. Oui. Alors parce qu'en gros, Delpech joue son propre rôle. Oui. Du musicien qui ne fait plus de musique. Ouais, qui a décidé de se retirer du business, quoi. Voilà, et qui est criblé de dettes, et vous l'aidez à... Et je suis huissier, je suis fils d'huissier, j'ai repris le... Ouais, le film est génial. Parce que là, c'est votre premier grand rôle. C'est mon premier rôle principal, ouais. Voilà. Comment vous prend, comment vous choisissez? C'est grâce à Dominique Besnéard qui avait rencontré les deux réalisateurs, donc Stéphane Biard et Grégory Magne, et il cherchait un acteur et il disait alors je pense à lui, et puis il dit allez voir Grégory Montel jouer au théâtre, vous allez voir, ça correspondrait parfaitement, en plus il a fait du droit, et ils sont venus me voir, on est allé manger au restaurant et on est devenus potes, et donc on a fabriqué ce film, évidemment, c'est eux qui ont fait le film, mais c'était une histoire d'amitié très forte. Génial. Donc là, vous êtes reconnu. Oui. Le film sort en 2012. Fin 2012. 2013, on est nommé au César. Ouais, pour une révélation. Et alors, après arrive ce grand moment, 10%. Et c'est ça. Et donc, est-ce que c'est ce film-là qui vous a permis d'accéder à une série comme celle-ci? Alors, je crois que oui. Parce que, alors, bien évidemment, j'ai passé les castings, mais c'est Cédric Clapiche qui faisait passer les castings. Ouais. Et Cédric Clapiche avait adoré L'air de rien. Et donc, quand je l'ai rencontré, il m'a dit mais voilà, je vous connais parce que j'ai vu L'air de rien, que c'est un film qui m'a beaucoup touché, etc. Donc j'étais un peu en terrain connu, ouais. tout du moins. Et donc Cédric m'a fait confiance, et puis après j'ai fait un callback avec Camille Cotin. Un callback, c'est quand on vous demande de revenir après les premiers essais, ce qui est plutôt bon signe. Oui. Et là on a commencé à me mettre, on était un peu on était 3 rôles principaux avec Thibaut de Montalembert, et puis il voulait commencer à tester les duos. Et donc j'ai fait un casting avec Camille Cotin, que je connaissais pas vraiment à l'époque, si ce n'est que je l'avais vu dans Connasse, mais qui n'était pas très connu, qui avait fait Connasse, etc. Et donc on s'est retrouvés, et je crois que la scène, enfin je veux dire, on a vraiment déchiré les essais, ouais, on a été bons. Tous les deux on a été bons et ça collait bien entre nous. C'est marrant, c'est-à-dire que vous vous devez quelque chose d'une certaine manière. Ouais, on a en tout cas toujours quelque chose. Ouais, il y a un truc, je me rappelle très bien de je me rappelle très bien de ce jour-là. Le matin, vous la connaissez pas, de nos mémoires, de la sensation de passer un truc important, un casting important avec Camille. Elle le savait, je m'en doutais aussi. On pouvait pas savoir que ce serait un succès, mais du coup, elle comme moi, j'étais encore avec elle tout à l'heure, mais parce qu'on tourne, mais. Ah, vous tournez? Mais vous tournez quoi? C'est fou, quoi. On tourne la suite de 10%. On tourne, ouais. Et alors ça va se faire comment? En film, en série, un film pour Netflix. Quand vous tournez, vous avez l'impression que c'est génial ou pas encore? Ou on peut jamais le savoir? Quand on tourne, on sait qu'on a dans les mains, en tout cas on sait qu'on a dans les mains une comédie qui
très drôle. On voit autour de nous qu'il y a des comédiens qui déchirent, qui ont une spécificité. Laure, Calamy, Hervé, Nicolas Maury, je vois Camille, je vois Thibaut. Enfin bon, il se passe des trucs. On s'en amuse beaucoup. Il y a une vraie belle ambiance. Oui, mais ça fait pas tout. C'est-à-dire que des comédiens qui s'amusent entre eux, ça fait pas forcément un bon Oui, film alors ou on une sait bonne aussi série. qu'on parle de sujets qui sont des sujets, très en avance sur leur temps, qu'on est dans une comédie qui est fine, intelligente et qui pourrait parler aux gens. Mais on se dit, ça va pas marcher parce De que toute façon, on veut qu'on joue le sort, quoi qu'il Non, mais arrive. on se dit vraiment, ça va pas marcher parce que on parle de ce métier, qui ça va intéresser. Oui, ça fait un peu d'entre-soi. Ouais, peut-être. c'est d'entre-soi. Ok. Ça va intéresser personne. Et donc, et franchement, et puis un jour, on le diffuse. Un jour, le film est diffusé au festival de la télévision, de la fiction de télé à La Rochelle. Ouais. Et donc, France Télé décide de le mettre un peu en avant. On est dans une très très grande salle. Et là, c'est un truc de malade ce qui se passe. Parce qu'il y a une standing ovation. On a diffusé que 2 épisodes, mais il y a une standing ovation. Les gens applaudissent pendant des minutes et des minutes et des minutes. Et on se dit, oh là, Ah oui. qu'est-ce que c'est que cette réception, quoi. Génial. Est-ce que vous, ça a été évident de rentrer dans ce rôle? Ouais. Ouais. Bah ouais, parce que le personnage me ressemblait beaucoup. Ouais. Le personnage, il me ressemblait beaucoup. Est-ce que c'est le cas de tous les acteurs? C'est un peu eux ou non? Il y en a qui sont vraiment en rôle de composition. Ah non. Camille, c'est un rôle de composition absolu. Ouais. Camille, elle sort de Connasse, où elle est assez terrible. Et là, elle doit rentrer dans un rôle tout à fait particulier, d'une agent homosexuelle. Oui. Ah oui. C'est la première fois à la télévision qu'on a des personnages qui sont des personnages d'homosexuels, que ce soit Hervé, dont on se fout éperdument le fait qu'il soit homosexuel. C'est pas du tout un sujet. C'est très très nouveau ça à la télévision à 20h50. Ah ouais. Hein. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression, mais en fait, peut-être qu'il y a 10 ans. Oui, mais je parle d'il y a 10 ans. Vous avez alors le rôle principal. Ah oui. Mais vous êtes encore assez peu connu. Voilà. Et vous jouez avec des stars qui, eux, sont les guests. Ah ouais. Alors comment ça se passe? Parce que Ça, là, c'est génial. vous le rôle numéro 1. C'est vous qui devez arriver et être, je suis le taulier, normalement, vous approuvez. Voilà. Mais là, c'est l'inverse. Ah ben c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, vous avez le premier rôle, mais vous jouez avec des stars, des superstars. Je vous dis pas le flip absolu d'avoir à tourner avec Isabelle Huppert, alors que bah voilà. Et en même temps, on était un peu chez nous. Donc il venait aussi un peu chez nous, donc ça rééquilibrait un tout petit peu le truc. Ouais. Mais non, c'est Qui vous a le fabuleux. plus impressionné? Il y en a beaucoup qui m'ont un peu. Mais, enfin, évidemment, Isabelle Huppert, parce qu'elle a cette. D'abord, j'adore cette actrice et elle a cette chose-là extrêmement énergique, toujours drôle. Elle est tout le temps drôle, sans le vouloir, en le voulant. Enfin, C'est une vraie star. C'est une C'est star au sens comme il s'en fait quasiment plus. Mais c'est marrant parce que je rencontre aussi Cécile de France, qui est une star aussi, mais alors à l'exact inverse, c'est une fille tellement normale, tellement simple. Mais voilà, on rencontre plein de gens. Je rencontre Joey Starr qui me regarde, qui me juge, qui me jauge, qui me fait peur parce que je sais pas s'il est bienveillant. Puis en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est un mec adorable. Je rencontre Jean Dujardin de loin, je rencontre des tas de gens. Enfin, c'est fou quoi. Et c'est des gens qui viennent dans notre petite maison, donc ça, c'est. Ouais, ça rééquilibre. Ouais, c'est marrant. Et eux, ils se comportaient comment? Ils étaient un peu intimidés aussi. Ouais. Alors pas au Parce qu'en premier, plus, en plus, on leur demande de faire des choses. Bien sûr. Surtout la première saison. À ce qui paraît, la première saison, à ce qui paraît, ça avait été dur d'avoir des guests parce qu'ils Personne voulaient ne pas. venir. Ah oui. Et c'est Cédric Clapiche qui fait venir ses amis. Ah oui, d'accord. C'est grâce à lui qu'on a Cécile Et de deuxième France. saison, c'est tout le monde appelé pour en être. Mais vraiment. Ouais. Et troisième saison, encore pire. Enfin, troisième saison, je me retrouve quand même avec Monica Bellucci. Ah ouais. Et quatrième saison, on se retrouve avec. Comment s'appelle-t-elle, cette actrice américaine Alien, pardon. Ah oui, comment elle s'appelle Sigourney Weaver, Ouais. quoi. On se retrouve avec des gens comme ça. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. C'est un cadre sympa pour parler de cinéma. Hein. Oui. Est-ce que vous permettez que je fasse une photo? Ah bah volontiers. Sur 10%, je garde précieusement la balle de baseball que j'utilise Ah oui. pour me déstresser. Et du coup, Ça, vous la là, ramenez de saison en saison? Ou non, Je l'ai ramené, Ah ouais. c'était à moi, hein, je l'ai ramené de saison en saison. Et c'est marrant, mais et à chaque fois que je fais un film, je m'achète un petit couteau de la région dans lequel. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Alors, le couteau du coin, quoi. Ouais. Donc, c'est le Laguiole, le Pinel. Oh, il y a des couteaux de partout en Ah oui, France. ouais, Ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est une tradition bizarre, mais Ouais, pourquoi pas. pas si, j'aime les couteaux, j'aime manger avec des couteaux.
J'aime bien les petits couteaux. Ah, vous mangez pas avec les doigts? Non, mais, voilà, vous mangez Non, avec mais les- j'aime manger avec des couteaux, j'aime bien avoir un couteau dans ma Ouais, je poche. comprends. Ah oui, vous en avez un là par exemple? Là, je l'ai pas parce que je crains toujours qu'à Paris. Voilà. Alors quand le succès de 10% arrive, vous d'un seul coup vous êtes connu, on vous reconnaît dans la rue? Un petit peu, ouais. Comment Bah, comment vous l'appréhendez? très simplement, je pense qu'il n'y a pas Il n'y a pas acteur. eu un avant-après Mais si, mais je pense qu'il n'y a violent. pas un acteur qui vous dirait que c'est pas un truc dont il aurait envie parce que ça prouve qu'il y a une forme de réussite, Ouais. mais je le vis très simplement. Oui, moi. non, mais il y a en avoir envie et puis il y a le bien l'encaisser. Bah, quoi. en fait, moi, je me dis que c'est un cadeau, donc je le vis vraiment hyper simplement. Ouais. Enfin, j'ai l'impression, quoi. Et puis bon, je suis pas une superstar, donc c'est facile. Les gens sont toujours bienveillants. Je pense que je serais une superstar, ça serait infernal. Et j'ai tourné avec des superstars. J'ai tourné avec des vraies grosses superstars. Il y a pas longtemps, j'ai fait un film, je sais pas, avec Omar Sy. Omar, c'est très compliqué. Il doit être protégé. Ah, il peut pas avoir une vie normale. quoi. Non, je pense pas. Donc, mais ça fait plaisir. Et puis les gens sont toujours, moi en ce qui me concerne, les gens sont toujours hyper bienveillants. Et maintenant que vous êtes entré dans ce milieu, quel est votre regard? Alors vous pouvez pas en dire du mal puisque ce sont vos collègues, mais est-ce que vous l'aimez? Vous en êtes déçu? Vous en êtes ravi, surpris? Enfin... J'adore ce milieu parce que j'ai rencontré des gens formidables, Ouais. des gens très cultivés, des gens passionnés, des gens doués, des artistes quoi. Ouais. Et donc je n'aurais jamais espéré pouvoir avoir accès à ça, donc c'est une vraie satisfaction. Je pense que ça m'a enrichi. Et en même temps, je veux dire, c'est un métier. C'est pas forcément à ma faveur que de dire ça, mais je pourrais tout à fait l'arrêter. Ah ouais. Ouais, je pourrais tout à fait l'arrêter. Tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. Non, mais si jamais, moi je pense que le jour où on n'aura plus envie de moi, je pense que je m'en Ah, irai. c'est-à-dire que c'est parce que tout le monde dit ça. Moi, les acteurs disent souvent ça, on n'est jamais rassuré, on se demande si on va pouvoir retourner, si on va être désiré. mais attendez, il suffit de regarder dehors ce qui se passe. Hein. Ça va être très très compliqué. Même pour des acteurs un peu identifiés comme moi, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de moins en moins de tournages, Pourquoi il y aurait de moins en moins de tournages? parce que n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans le cinéma, il y en a de moins en moins. Du coup, on va faire des plus gros films avec donc des plus gros acteurs, et que du coup, des acteurs comme moi, on va descendre un peu dans la catégorie, c'est-à-dire qu'on aura moins accès à des rôles principaux. Enfin, je le souhaite, mais je souhaite pouvoir continuer à avoir accès à des rôles principaux, mais je rêve pas. Je vois bien qu'il y a une concentration très forte qui est en train de se produire, et je vois même, qu'on est obligé de monter des films autour d'acteurs. oui, bien sûr, Ouais. et d'acteurs et de très peu d'acteurs. Ils sont très peu. Alors qu'il y a encore 5 ans, on pouvait monter des films. Moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs rôles principaux avec des films qui fonctionnaient pas mal, qui font leurs 200, 300 000 entrées, ce qui est très beau aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je crois que ça va être de plus en plus difficile. Ouais, et puis surtout, les acteurs très connus, ils commencent à venir de plus en plus à la télévision parce qu'ils voient bien sûr. Des séries. Ils voient bien que les séries et que le cinéma, ben, c'est plus. Il n'y a plus autant de propositions. Donc, ce métier, il va se modifier, il va changer. Ça continuera à être formidable, mais Mais alors, ça va être dur. je vous suis, je crois que je suis d'accord avec vous. Par exemple, il y a un gros film à très gros budget qui est sorti récemment, qui s'appelle Le Chien 51. Bien sûr. Et on voit les stars françaises typiquement, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et j'ai l'impression que ils sont tellement starisés que bon, ça dessert un peu le film dans le sens où je vois plus que l'acteur et plus le personnage. Mais je pense que ça fait partie des erreurs de ce film notamment. C'est pas vraiment un bon calcul de prendre des acteurs très très connus pour des plus petits rôles, parce qu'on voit vraiment plus que vraiment. Mais je pense que ça vient certainement du réalisateur qui doit avoir envie de travailler avec ces acteurs, acteurs-là, et qui a besoin de faire de ça ils aussi. parlent tellement de leur vie privée, d'autres choses. Est-ce que c'est eux qui en parlent ou est-ce qu'on... Oui, on leur demande, ça c'est vrai. Mais il y a des réalisateurs qui prennent des risques, Ouais. qui continuent à prendre des risques, mais ce sont des très grands réalisateurs. Et donc après 10%, vous avez de plus en plus d'appels ou en fait c'est pas si évident que ça? Non, beaucoup d'appels. Ah oui, Ouais, mon agent, là il n'y a pas de problème. beaucoup d'appels, des appels d'agents d'images, d'agents de vente, de marques connues. C'est assez rigolo ce qui se passe. C'est-à-dire Des gens qui appellent, qui vous proposent de venir prendre des choses chez eux, de vous faire des cadeaux, pour vous habiller, vous faire des cadeaux,
des agents d'image qui viennent et qui disent mais il faut gérer ton image, etc. Alors moi j'ai essayé, mais bon j'ai pas trouvé mon compte, moi, parce que ça me convenait pas. On est invité dans les festivals alors qu'on n'était pas avant. On fait partie de jury. Et est-ce que ça retombe ou non? Ou après dès que vous êtes dans cette catégorie-là, on y reste? Non, on n'y reste pas forcément. Ouais. Il faut qu'il y ait des succès derrière, ou bien il faut qu'il y ait un gros travail sur son image. Ce qui est un travail que moi j'ai pas souhaité faire, à tort ou à raison. Mais par exemple, ça aurait été quoi un travail sur votre image? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais... Sur vous, par exemple, qu'est-ce qu'on vous a proposé? Non, mais j'aurais pu dire je fais toutes sortes d'émissions, je vais faire toutes sortes de publications, etc. Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de succès sur 10% qu'on avait beaucoup de demandes quoi, pour des émissions. Moi, par exemple, il est hors de question que j'aille foutre les pieds chez Cyril Hanouna, parce que sinon, je lui saute à la gorge, quoi. 3e lieu, alors là, on a dit qu'on se rapprochait de... J'ai toujours pas mangé, moi, vous imaginez. Du sud, ah oui. Bon. Vous avez mangé ce matin à 6h? J'ai mangé ce matin à 6h, j'ai un peu mangé à midi. Ah bon, quand même. Ça va. Ah, chez Bouboule, d'accord, ok. Ouais, bah oui. Parce que vous êtes un Marseillais. Ouais. Et on est obligé et donc de les Marseillais jouent au boule. Exactement. Et bonne soirée, bravo. Et voilà. Vous savez, la semaine dernière, on était avec les Canadiens, on est allé manger de la poutine. Ah d'accord, ok, vous n'êtes pas foulés. Non, mais c'est super. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre à Marseille parce que vous avez déménagé, vous êtes retourné à Marseille. Ouais, je suis retourné à Marseille avec... Ça nous manquait, ma compagne voulait revivre à Marseille, voulait vivre à Marseille, elle. Les enfants avaient envie aussi. Et donc on s'est installé à Marseille et moi évidemment je me suis rapproché de ma famille. Alors on peut quand on fait ce boulot-là? Oui, on peut maintenant. Mon agent fait un bon travail, donc je ne suis pas obligé d'être tout le temps à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon santé. Hein. C'est des copains à moi qui ont fait ce verre, c'est les 5 designers, ils sont trop forts. C'est pas vrai. Ouais. Chine. Parlez-moi de ce cinéma que vous avez racheté à Digne. Qu'est-ce que vous en faites? Il y a plein de territoires en France qui sont vraiment désertés culturellement. À Paris, on fait pas 100 mètres sans tomber sur un cinéma, un théâtre, un cinéma d'art et essai, un tiers-lieu culturel, une salle de spectacle, une salle de concert, c'est fou. Et moi je viens d'une ville qui s'appelle Digne-les-Bains, qui est un peu isolée comme ça dans les Alpes-de-Haute-Provence, où j'ai senti qu'il y a quand même un vrai manque, quoi. C'est une forme de violence, le non-accès à la culture? C'est sûr et certain. Mais c'est une violence morale très très forte parce que ça génère un truc de l'ordre de l'impossibilité, de la sensation d'impossibilité, d'obtenir, d'advenir. Mais ce que je vois, ce que je perçois dans certains de ces territoires, c'est que non, c'est pas fait pour nous. On n'y a pas droit. On peut pas forcément. Oh oui, non, mais il faut vivre à Paris. Ou alors il faut vivre dans des grandes villes. Et du coup, les gens s'interdisent des tas de choses. Est-ce que c'est de plus en plus fort qu'à une époque? C'est pas compliqué. Moi, le cinéma qu'on a racheté avec mes collègues du Top, à la base, c'était une salle de spectacle qui faisait 1000 places à Digne dans les années 50. Ça veut dire qu'à Digne, dans les années 50, il y avait une salle de 1000 places. Aujourd'hui, le centre culturel de Digne, avec lequel on va travailler, mais que le petit centre culturel de Digne, là où se passe la majorité des activités et de la programmation artistique, c'est 250 places. La culture, elle vient plus à eux. Alors, je me rappelle, dans les années 80, ma sœur était allée voir le concert de Jean-Jacques Goldman à Digne, sur la place, etc. Enfin, vous imaginez un chanteur aussi connu que Jean-Jacques Goldman venir à Digne? Ça n'est plus possible. C'est-à-dire que même les artistes que nous sommes ne viennent plus rencontrer leur public. Pourquoi est-ce qu'ils veulent dégager les élites? Parce qu'ils considèrent que les élites ne les comprennent pas, ne les servent pas. Et on ne peut pas leur donner vraiment tort, puisque les artistes ont malheureusement, et je leur en veux pas du tout, mais ils ont mis, il y a une distance qui s'est créée avec le public comme ça. Vous savez que cet après-midi, je suis allé voir sur internet, oui. J'ai regardé le vote à Digne-les-Bains. En 2002, au deuxième tour, ils ont voté un peu plus Chirac que la moyenne des Français. Oui. En 2022, ils ont voté beaucoup plus Marine Le Pen que la moyenne des Français. C'est le principal problème des zones rurales. La zone rurale, elle est isolée
d'un point de vue autoroutier et d'un point de vue ferroviaire. Déjà, on est isolé, déjà géographiquement et au niveau de la communication. Au niveau de la communication routière, je veux dire, des transports. Première chose. Deuxième chose, les principaux services publics sont en train de disparaître. Ils s'échappent. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut plus du tout faire les mêmes examens médicaux que l'on faisait à l'époque. Colère. À Digne, trouver un médecin, c'est impossible. Et d'ailleurs, vous verrez que moi, mon idée, c'est que la culture, il fait pour beaucoup. Parce que je pense qu'un médecin, s'il va s'installer dans un endroit, il a envie d'aller au cinéma, il a envie d'avoir une vie riche aussi intellectuellement. Des médecins à Digne, il n'y en a plus. Donc la gare de Digne, elle est fermée depuis 20 ans. Il y a un petit train qui va jusqu'à Nice, mais il est tout le temps en réparation parce que c'est une voie qui ne fonctionne pas. Les industries nous ont totalement lâchés. Il y avait une industrie Sanofi qui est toujours là, mais qui est localisée au bord de l'autoroute. Or, Digne est un fond de vallée. Donc isolé aussi d'un point de vue industriel. À Digne, le plus gros employeur, c'est l'hôpital. Le deuxième plus gros employeur, c'est l'hypermarché. Derrière, il n'y a plus des entreprises qui sont des entreprises petites. Donc, chômage. Chômage plus important qu'ailleurs. Ensuite, désertion des centres-villes. Alors là aussi, c'est hyper intéressant. Le centre-ville se désertifie, donc la vacance commerciale. C'est-à-dire qu'on ferme les rideaux des magasins. Les rideaux des magasins se ferment, du coup, il y a une population qui est plus marginale, qui vient s'installer puisqu'il n'y a plus vraiment d'activité. Donc il y a une population marginale. Cette population marginale, elle rencontre le samedi matin et le mercredi matin les populations plus bourgeoises qui viennent faire leur marché. Elles ont peur, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font là? Donc ça génère une confrontation. Il y a des gens qui ne se connaissent pas, ah mais qu'est-ce qu'ils font là? Une problématique liée autour aussi des quartiers. Une immigration qui est localisée essentiellement dans les quartiers, qui ne pose aucun problème, mais qui est localisée dans un quartier spécifique. Et donc nous, avec le TOP, ce qu'on veut faire justement, c'est créer du lien avec ces quartiers et on commence à y arriver. Mais je vous jure, c'est un cercle infernal. Mais c'est presque une vision politique que vous avez, parce qu'à force de la voir, je sens que ça vous prend. Mais c'est sûr, parce que moi je ne reprocherai jamais, même si ça m'agace, et pardon à tous nos amis électeurs qui votent à l'extrême droite, parce que le Rassemblement national est à l'extrême droite, je n'en voudrais jamais aux électeurs. En revanche, j'en veux très profondément aux élus. Bon, c'est quoi la suite pour vous en tant qu'acteur, comédien, réalisateur? Vous avez envie de faire quoi? J'ai envie de jouer au théâtre. Maire de Digne-les-Bains, ça c'est pour bientôt, on l'a compris. Non, je serai jamais maire de Digne-les-Bains parce que j'ai pas les capacités pour ça intellectuelles. D'ailleurs, est-ce que les personnalités politiques du coin essayent de vous récupérer parce qu'ils savent que vous faites des choses? Non, c'est moi qui essaye de les récupérer. Ah ouais. Non, j'essaye de les récupérer parce que j'ai besoin de financement pour notre lieu. Donc c'est moi qui essaye de les récupérer, eux ils s'en fichent un peu de moi. Mais même c'est assez marrant parce que ça les intéresse. C'est pas vrai parce que j'ai de très bons rapports avec les élus. Mais par exemple avec l'élu de ma ville de Digne, la maire de ma ville de Digne, je pensais que le fait que je m'investirais dans sa ville, je pensais que ça la... Oui. Je pensais que ça la dynamiserait. En fait c'était tout le contraire, elle s'est méfiée de moi beaucoup plus que... C'est marrant, c'est étonnant. J'ai envie de programmer des choses géniales dans mon lieu, dans notre lieu, parce que c'est une coopérative et qu'elle appartient à 400 sociétaires dignois. Ah ouais. C'est marrant, ça vous anime presque plus de me dire ça pour l'avenir que ça me passionne. Que votre carrière. Mais non, mais ma carrière après c'est mon business quoi. Mais je veux dire et puis j'y travaille avec mon argent. C'est-à-dire que c'est presque l'associatif qui est votre passion et le cinéma qui devrait être une passion et votre job. Ouais, non mais j'adore le cinéma. J'adore le cinéma et je rêve et il m'arrive des trucs fous. Je veux dire, des fois je me dis mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tourné avec qui ce matin? Non, ce matin j'étais avec Vincent Macaigne, on a passé toute la journée ensemble. D'accord. Voilà. Et il y aura d'autres grandes stars là dans la suite? Ah ben j'ai rencontré Georges Clooney, il y a 15 jours. Ouais, parce que Georges Clooney va jouer dans 10%. Ouais, j'ai vu ça. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Georges Clooney et ça m'a fait quelque chose. Ah ouais? Ouais. Il est beau gosse en vrai? J'étais avec Laetitia Castor aussi ce matin. Ah oui. En parlant de beau gosse. Eh ben non, mais il est très très beau. Il a un charme fou. Il est rayonnant. Et le mec s'intéresse à toi. Ouais. Alors s'intéresse à vous.
il me pose des questions. Bon, je viens faire mon truc. C'est un grand pro, quoi. Enfin, ça avait l'air, j'ai parlé 5 minutes avec lui. Hein. Et il m'a présenté sa femme, ses enfants. Avec lui, vraiment, alors moi j'ai pas de scène, bah, je vais pas vous raconter. Ouais, mais... non, dites rien. Merci beaucoup. Merci pour merci. cette soirée. Bon, faut aller voir la pièce. Hein. Ah non mais venez voir la pièce, c'est comme ça parce que vous allez rire énormément. Et en même temps que vous allez retrouver votre famille, vous allez dire mais non c'est pas possible, ça c'est vraiment je vous invite à ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va demander que vous tiriez une boule là pour voir si vous êtes bon. Ah celle-là. Ouais, c'est celle-là. Elle est proche.